Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, il est 14 heures passé de quelques minutes, donc on va démarrer ce webinaire dédié à la massification de la rénovation énergétique en Bretagne, donc en partenariat avec le club Énergie Sprong Bretagne et l'ARO HLM Bretagne. Peut-être dire un tout petit mot en introduction pour replacer un petit peu ce webinaire dans son contexte, puisque ça fait un peu pratiquement 2 ans qu'on a lancé le club entreprise en Bretagne, et l'objet de ce club, c'est d'acculturer l'ensemble des acteurs de la filière sur des marchés de massification de la rénovation, en particulier de les sensibiliser à la démarche Énergie Sprong. Donc, on a co-organisé avec les autres structures porteuses que sont la Fédération bretonne des filières biosourcées, Atlanson et Bretagne Éco-entreprise, un certain nombre de webinaires avec la HLM Bretagne. Vous retrouverez tous ces éléments, tout l'historique est disponible en ligne sur le site de Batilab. Alors aujourd'hui, on parle évidemment d'Énergie Sprong, mais plus globalement de la massification de la rénovation. Avant l'objet finalement de ce temps d'échange, c'est de partager tout le travail qui a été mené à la demande de la HLM par Orsi Conseil, travail qui doit contribuer à faire en sorte que le plus grand nombre des acteurs, et nous, structures porteuses, on souhaite le plus grand nombre d'acteurs du territoire breton, puissent se positionner dans le cadre des futurs appels d'offres qui seront lancés, Énergie Sprong ou autres. C'est une petite précision qui me semble intéressante à ce stade des réflexions qui sont menées avec vous, l'ensemble des acteurs, de bien préciser. Voilà, alors sans plus tarder, un petit rappel pour vous dire que d'un point de vue technique, vos micros et vos caméras sont coupés. Utilisez l'espace de chat pour poser vos questions. On s'en fera l'intermédiaire auprès des différents orateurs. Et puis, si on a le temps en fin de webinaire, on pourra avoir des échanges peut-être un peu plus détaillés à l'oral en réactivant les micros. Ce webinaire est enregistré, on vous transmettra par mail d'ici un jour ou deux le lien afin que vous puissiez le diffuser, voire le réécouter. Ces petits détails techniques étant précisés, je passe la parole à Alice Martin pour la HLM Bretagne. Oui, merci Rémi pour ces propos introductifs. Alors peut-être juste pour compléter, moi je voulais revenir sur les points clés de la démarche régionale qui porte sur la rénovation énergétique. Tout d'abord, vous rappelez qu'on travaille depuis plus de 2 ans avec les organismes HLM sur ce sujet. Et je voulais revenir donc sur 3 points clés. Tout d'abord, les fondamentaux. Vous rappelez qu'on a très vite adapté le cahier des charges initial Énergie Sprong pour l'adapter au contexte et aux enjeux régionaux. C'est pour cette raison qu'on a sorti la garantie sur 30 ans et que nous allons chercher maintenant le égal 0 quand c'est possible et atteignable. Sinon, on va chercher l'étiquette B dans une logique d'efficience et puis de recherche d'efficacité à la fois entre le lien technique et puis financier. Et concernant la méthode de travail, on a également fait le choix de partir des solutions qui existent ou qui sont en cours de maturité pour ensuite aller identifier le patrimoine le plus adapté. Et donc, c'est au regard de ce résultat qu'on a mené avec les entreprises, notamment dans le cadre d'un sourcing opérationnel qu'on va vous présenter cet après-midi, qu'on a fait le choix d'embarquer une seule typologie de patrimoine qui est, on va dire, le patrimoine le plus facile à embarquer, qui sont les petits collectifs inférieurs ou égaux à R+3. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on va vous présenter donc, les éléments des travaux menés par les organismes HLM de Bretagne en lien avec notre AMO Orsi Conseil sur ce sujet-là. Et donc, je vais passer tout de suite la parole aux organismes HLM, donc Frédéric Tachen et Michael Couty, qui vont revenir sur l'aspect, on va dire, plus contextuel de ce projet, en lien avec le contexte économique et puis les objectifs liés à la maîtrise d'ouvrage HLM. Bonjour, donc Frédéric Tachen, Néotoa. Un bref rappel un petit peu sur le contexte qui s'est d'ailleurs renforcé aujourd'hui, mais qui nous amène à travailler sur ce type de démarche. Bien entendu, la stratégie nationale bas carbone qui vise justement à réduire les gaz à effet de serre sur notre patrimoine, mais également très lié la performance énergétique de ce même patrimoine qui nous oblige à 2050 à atteindre les étiquettes A et B pour l'ensemble de notre parc. Alors bien évidemment, pour lutter contre le changement climatique, quand on parle de la stratégie nationale bas carbone, mais aussi sur la hausse des coûts de l'énergie qui ont été fortement inflationnistes ces dernières années, et pour mettre nos locataires et nos occupants en capacité de ne pas être en précarité énergétique.
Pour ça, il faut qu'on trouve des solutions pour faire mieux et malheureusement avec moins de ressources à l'heure actuelle. On voit effectivement que notre contexte, les coûts de construction et de réhabilitation sont en hausse depuis quelques années et la pente se raidit d'ailleurs ces derniers temps. Des marges de manœuvre pour augmenter nos ressources que sont les loyers limités parce que très décorrélés de l'inflation et plafonnés aujourd'hui. Un taux du livret A qui réduit nos marges de manœuvre à la fois en neuf pour assurer nos équilibres à long terme, mais qui a un impact également sur notre potentiel financier, puisqu'il a un impact majeur sur notre endettement. Et malgré tout, il faut qu'on trouve ensemble des solutions pour répondre à ces enjeux. Donc, je vais laisser aussi Mickaël présenter un petit peu les objectifs de la démarche bretonne et en quoi on continue de s'inscrire fortement dans cette démarche. Bonjour à toutes et tous, Mickaël Couty, Morbihan Habitat. Comme l'a dit Frédéric, effectivement, les enjeux sont énormes, les enjeux qui nous attendent là jusqu'à 2050. Donc, l'objectif de l'étude en cours, c'est effectivement de se regrouper, de travailler ensemble, parce que tout seul, on n'y arrivera pas dans un premier temps, et apporter en fait une massification, une diversification de la réponse technique. En fait, on aura besoin de tous les outils à notre disposition pour affronter pratiquement un doublement des objectifs actuels de réhabilitation. Donc voilà, c'est principalement préparer le terrain pour que demain, on puisse être prêt à affronter cette vague qui, pour nous, est un enjeu majeur sur la précarité et sur le climat également. Merci, Mickaël. Du coup, pour résumer la démarche, donc Pierrick Martin, en site conseil, on accompagne la ROHLM depuis la fin de l'année dernière sur une démarche avec Greenflex de massification de la rénovation énergétique. Tout d'abord sur des sujets Energy Sprong et Energy Sprong compatibles, puis un sourcing d'entreprise pour sourcer le bon patrimoine, et puis depuis quelques mois, on a attaqué une démarche de diagnostic et repérage des bâtiments qui pourraient être embarqués. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter les premiers résultats, enfin les derniers résultats du patrimoine qui sera embarqué, de la typologie et également du Energy Sprong et de la démarche de massification en Bretagne, tel que l'écosystème breton l'envisage, puis les premiers patrimoines qu'on a pu ressourcer, les typologies de marché qui seront lancées et la manière dont les choses sont envisagées aujourd'hui par les différents bailleurs sociaux et les partenaires. Il y aura également une intervention de Greenflex aujourd'hui qui permet aussi de resituer comment les différents types d'entreprises dans l'écosystème peuvent répondre à ce type de marché, donc aussi bien les gros faiseurs que éventuellement des écosystèmes beaucoup plus locaux. Et puis également un zoom sur les solutions solaires et sur les changements qui vont avoir lieu dans les quelques mois, voire années qui arrivent, avec la massification également de ces solutions. Donc aujourd'hui, la ROHLM, c'est 32 organismes d'habitat social pour un parc d'environ 185 000 logements pour une analyse RPLS de 2022. 5 000 logements construits par an, 1 000 logements commercialisés en accession sociale par an, et puis 330 millions d'euros d'investissement en réhabilitation et gros entretien chaque année. Au total, on est en train de dire que c'est un énorme porteur de l'économie bretonne, puisqu'au final, c'est près d'1 milliard d'euros par an d'investissement dans le domaine du bâtiment en Bretagne. Concernant le contexte général du parc immobilier à rénover en Bretagne, la Bretagne est plutôt un très très bon élève français avec très peu de bâtiments en F et G et beaucoup de bâtiments qui aujourd'hui se situent entre le D, E, F et A et B. Du coup, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, c'est un patrimoine qui, malgré son excellent état, va générer 40% du parc de logements à rénover d'ici 2050 et avec un rythme plutôt soutenu puisque ça fera environ 2500 logements en moyenne à rénover par an jusqu'en 2050. Pour vous situer un peu le chiffre, d'après les dernières données de l'USH qu'on a pu récupérer, actuellement en Bretagne, on rénove entre 700 et 800 logements efficacement par an. Donc plus du triplement de cette base de données. Donc aujourd'hui, il y a quand même des très très gros enjeux de massification pour que chacun des bailleurs puisse arriver à rénover et répondre aux enjeux de demain. Sur le nombre
de logements et les typologies de logements, aujourd'hui, on a 11% des logements en Bretagne qui sont des grands bâtiments collectifs, donc supérieurs à R+3, et également représentant un nombre de logements supérieur à 120 logements. On a 33% d'individuels et 56% de petits collectifs. Donc, c'est une typologie qui est très, très répandue sur l'ensemble du territoire, comme vous allez le voir. Et si on regarde un petit peu les logements qu'on va prendre en compte comme étant à rénover d'ici 2050, on va aller un petit peu piocher dans les C, puisqu'aujourd'hui, vu qu'on a un enjeu de décarbonation, le C-gaz sera très largement inclus dans les possibilités de rénovation énergétique. Donc aujourd'hui, on a une échéance à 2025 sur les 276 logements de classe G du bâtiment. Donc ceux-là sont inclus dans chacune des stratégies de rénovation des bailleurs sociaux. On a également 2332 logements de classe F qui sont en échéance à 2028. Et là, on va commencer à en embarquer certains sur des premières stratégies de rénovation massifiée. Puis 17 000 logements de classe E en échéance 2034 et 43 000 logements de classe D qui seront en échéance 2050. Il faut bien comprendre que malgré ces échéances qui semblent plutôt loin, si on attend du coup 2028 ou 2030 pour attaquer cette massification, le nombre de rénovations à faire ne sera pas à 2500, mais plutôt 3000 ou 3500 par an, voire 4000 par an, ce qui serait pour l'instant un effort qui serait difficile à soutenir, aussi bien pour les filières entreprises que pour les maîtrises d'ouvrage. D'ici 2028, on a quand même un enjeu de rénovation traditionnelle qui va plutôt s'accélérer pour une rénovation des classes C ou D. Et puis, on va aller chercher une massification de la commande avec soit des typologies énergie strong, soit des rénovations par sous-classe, soit des changements des équipements de chauffage. L'objectif des missions qu'on a depuis le début d'année sont bien de valider une stratégie globale, de sourcer des acteurs. Donc, une partie des gens présents aujourd'hui ont dû avoir à répondre à un questionnaire qui a donné lieu à une dizaine d'entretiens avec des acteurs locaux ou nationaux pour sourcer en gros ce qui serait le plus facile à mettre en œuvre tout de suite et arriver vers des projets qui soient viables à plus ou moins long terme. Sur la stratégie de rénovation retenue, donc l'objectif E égale 0 est visé lorsqu'il est atteignable. Sinon, on sera sur un engagement de performance de classe B. Et là, on parle bien d'énergie strong. Ce système peut être atteint par deux systèmes on va dire, de rénovation. Les systèmes d'isolation et production ECS plus ventilation, donc vraiment rénovation un peu plus globale, ou sinon une mise en place de production d'énergie en revente ou en autoconsommation. L'autoconsommation étant un projet sur lequel on travaille actuellement. Bon, sur les objectifs financiers, pour l'instant, on va sur un objectif financier à 80 000 € TTC par logement, toute catégorie de logements confondus. Et c'est bien ce qu'on a aujourd'hui en plafond avec les financements actuels et les retours d'expérience qu'on a pu obtenir de la centrale d'achat MACH. Sur les technologies de rénovation industrialisée qui sont envisagées, on est bien d'accord qu'on va d'abord parler de process industrialisés. L'idée étant bien de pouvoir rénover un très grand nombre de logements en le moins de temps possible. Donc, on va aller chercher des solutions de process. Puis, en solution produit, on va aller chercher des produits de façade 2D, des caissons de toiture, du photovoltaïque, de la géothermie, des modules énergétiques, bien évidemment, de l'isolation de plancher en sous-œuvre, si c'est possible. On intégrera forcément dans la stratégie l'embellissement intérieur des logements, éventuellement de la salle de bain préfa et des balcons ou loggias rapportés sur l'existant pour correspondre aux usages actuels. Et enfin, une possibilité qu'on a depuis le début de l'année, avoir recours à des financements externes, des tiers financeurs. Le sourcing des acteurs, donc les tendances et retours d'expérience qu'on a pu avoir. La question qu'on posait était quel est le taux de maturité de votre secteur et d'après vous, écosystème local ou national, par quoi il faudrait démarrer pour que ce ne soit pas trop difficile et que les expériences soient bonnes dès le départ. Donc au départ, on a sourcé 177 entreprises. On est parti de ce que les bailleurs avaient en écosystèmes locaux. On est parti également de la base de données des partenaires Atlanson, Battilab et FD2. On est parti aussi du club Énergie Strong Bretagne, puis la base de données globale de Énergie Strong. Sur les 177 entreprises, on a obtenu 40 réponses
qui portait spécifiquement sur l'expérience sur ce type de marché, l'approche globale en performance, en volume, en délai, en maintenance, l'industrialisation et le diagnostic du patrimoine qui pour nous aujourd'hui est un point essentiel dans la manière de mener ces projets de massification. 60% des répondants sont implantés en Bretagne. Sur ces 60%, on a eu aussi bien des ETI, donc des très très grosses structures, que des très petites structures en mode start-up avec très très peu de salariés. Et ce qu'on a retenu principalement comme information, c'est quand même que tous les répondants se positionnent sur les futurs marchés de la région et sont extrêmement intéressés par ce développement. Sur les profils des entreprises, on a sourcé du coup 17 architectes, quelques bureaux d'études, quelques entreprises générales, quelques industriels, quelques fournisseurs de solutions énergétiques et puis des mainteneurs, puisque la notion de maintenance et de coût de maintenance des solutions rénovées est primordiale. Vous trouverez en vert du coup, sur la slide les entreprises avec lesquelles on a pu avoir des entretiens, notamment Index Énergie en maintenance, qui est une ETI de l'énergie. Et sur les industriels, on est allé voir CCL Construction, CMBS et Miral, qui sont pour nous des industriels importants. En entreprise générale, on est allé voir Eiffage, Coreva, Legendre et Bouygues. Et en fournisseur de solutions énergétiques, on est allé voir Groupe Atlantique, Botrel, Celsius Énergie, Engie Solutions. Enfin, voilà. On est allé voir plusieurs industriels pour bien se rendre compte du taux de maturité des solutions qui pouvaient être proposées. Sur les caractéristiques des marchés qui sont envisagés actuellement, c'est-à-dire ceux qui devraient être portés par la centrale d'achat qui sera soit portée par Mach, soit créée en Bretagne, on reste sur un objectif E égale 0 ou B si non atteignable. Et bien évidemment, suivant les diagnostics, on pourra envisager la production de NR par grande masse. Il y a de très très grandes chances qu'on parte sur des marchés en conception-réalisation avec une extension de garantie, et ce qui sera souhaité sera une co-traitance dès la réponse entre les entreprises générales et les industriels, ou que les groupements puissent avoir un mandataire solidaire assez costaud, mais que derrière chaque partie prenante du marché puisse être intégrée en tant que co-traitant et qu'on évite les sous-traitances mal intégrées dès le démarrage. Les marchés pourront aller de 3 à 5 ans. Et concernant l'entretien, on partirait sur des durées d'entretien entre 10 et 15 ans, avec des garanties de performance de 5 ans seulement. Les volumes moyens visés à moyen terme sont de 200 logements par an, avec une croissance des volumes au fur et à mesure des marchés, et une industrialisation des solutions de façade et toiture et modules énergie, avec l'intégration bien évidemment de matériaux biosourcés. C'est bien pour ça qu'on est parti d'ailleurs sur les bâtiments inférieurs à R+3 pour éviter d'être soumis immédiatement aux problématiques liées à la sécurité incendie. Les durées de perturbation des logements occupés, on va viser le 10 jours dans le logement et pour une résidence, des travaux inférieurs à 3 mois. Et enfin, afin de répondre aux enjeux court terme, on envisage le saut de classe Énergie-Sprong compatible comme une solution industrialisable sur la période des 10 premières années de 2024 à 2034. Est-ce qu'on peut déjà faire une première séance de questions autour ? Alors, une question, ça va aller vite. Pourquoi est-ce que la durée de la garantie de la performance a été abaissée à 5 ans ? Alors, en fait, lors des entretiens et pendant les questionnaires, on a posé la question de la pertinence de la garantie de performance à 30 ans et surtout quel coût ça pouvait engendrer et quels étaient les impacts positifs chez les bailleurs. Ce qui est ressorti de ça, c'est qu'au final, chaque bailleur dans son écosystème local a mis en place des systèmes de maintenance qui sont plutôt efficaces et sur le nombre de logements sont plutôt peu onéreux. Et pour autant, on voulait avoir une garantie de performance dans le sens où au bout de 5 ans, si le logement a été rénové correctement, que l'étanchéité à l'air a été bien faite et que les matériaux utilisés fonctionnent plutôt bien, au bout de 5 ans, les retours d'expérience qu'on a eu de Mach et de l'ensemble de l'écosystème entreprise démontraient qu'au bout de 5 ans, en fait, s'il devait y avoir des problèmes de performance, on était déjà au courant. Donc, on l'a abaissé à 5 ans pour éviter d'avoir à mettre en place des choses plus longues qui, au final, après 5 ans, amènent plus énormément d'éléments complémentaires.
Et un autre élément non négligeable, c'est qu'au-delà de 5 ans, on s'est rendu compte que la garantie de performance pouvait ramener des surcoûts jusqu'à 10% sur les réponses, si on pouvait aller jusqu'à même 30 ans de performance. Donc, l'objectif a été de trouver la bonne solution entre pas de garantie de performance et aller trop loin dans la garantie. Est-ce que c'est bon? On continue? Pas d'autres questions, on peut y aller. Donc, la conclusion du sourcing. On a aussi, pendant ces entretiens et suite aux différents questionnaires, pu voir que la maturité des acteurs reste fragile sur le retour sur la montée progressive en capacité, notamment sur le fait de dire que se lancer sur un marché de rénovation énergétique de 200 logements par an sur 3 ou 4 ans nécessite une certaine maturité dans les process et qu'aujourd'hui, on se rend bien compte sur les règles qu'on a pu avoir que ce n'était pas si facile que ça. On a vu également que la maturité de process justement sur la rénovation massifiée de logements individuels était très très complexe à atteindre. Et sur les grands collectifs, l'autre difficulté se situe réellement dans le règlement, puisqu'aujourd'hui, avec les réglementations incendies qui sont très très mouvantes et le peu de solutions dans des prix raisonnables permettant de répondre à ces enjeux, ça nous a permis de bien se rendre compte que l'objectif allait bien être de dire on fait les petits collectifs avec peu de complexité pour les entreprises et les maîtrises d'ouvrage. On fait les grands collectifs, puisqu'en fait, on voit bien qu'aujourd'hui, des solutions sont en train de se développer. Donc, d'ici 4-5 ans, des solutions un peu plus industrielles et un peu plus à grande échelle devaient être disponibles. Et puis, les logements individuels, qui en réalité sont aujourd'hui les marchés qui nécessitent la plus grande maturité sur l'organisation des marchés. Et c'est du coup avec ça qu'on a introduit une notion de courbe d'apprentissage avec l'idée de dire on tente des expériences sur les petits collectifs qui sont les plus simples, où l'effort à fournir est quand même assez simple, et puis on évoluera vers les grands collectifs pour finir par les logements individuels qui semblent être malgré tout le Graal de la rénovation massifiée. Les avantages d'embarquer les petits collectifs, c'est embarquer un patrimoine qui est compatible avec le niveau de maturité des entreprises et une fois de plus, l'objectif étant de viser un écosystème local et national, vu les volumes, de toute façon, il n'y aura pas le choix. Mais l'idée est bien d'aller chercher des logements qui permettent d'embarquer un maximum l'écosystème de Bretagne. Commencer par la cible la plus abordable et la plus accessible. Techniquement, on voit bien qu'aujourd'hui, c'est les sujets qui sont les plus faciles à organiser. Et puis, réhabiliter un patrimoine en réponse aux objectifs SNBC avec une vraie logique d'anticipation et d'innovation. Aujourd'hui, sur ces petits collectifs, on voit bien que c'est ceux qui coûtent pratiquement le plus cher en carbone et c'est ceux sur lesquels on peut avoir le plus gros impact le plus rapidement. Donc, c'est bien dans cette logique qu'on est parti là-dessus. Donc, sur le sourcing, ce qui a été conclu, c'est donc qu'aujourd'hui, les solutions industrielles sur le territoire breton comme sur la France entière sont développées et sont en cours d'amélioration, mais en gros, elles existent aujourd'hui pour rénover massivement. Les capacités de production sur le territoire comme en France ne sont pas limitantes. Le sujet est surtout de lisser la charge et de mettre en place les bons process. Et le volume de projet peut augmenter par rapport aux dernières expériences qu'on a eues avec MASH, avec une typologie adaptée pour l'industrialisation, c'est-à-dire en faisant une sélection non pas par la classe énergétique, mais plutôt par la typologie architecturale et le type de rénovation à mener. Au niveau des coûts, on a aussi vu que l'enveloppe coût peut être largement maîtrisée, puisque par les questionnaires et donc les retours qu'on a eus, l'ajout de volume peut aller, et avec une architecture favorable, peut amener des économies jusqu'à 10% par rapport aux derniers retours d'expérience. Un diagnostic poussé de l'existant peut également amener à une réduction des coûts importante en ayant diagnostiqué une vraie partie du parc, donc entre 30 et 50%. Et enfin, une garantie de performance adaptée
avec 5 ans d'engagement de performance. Cet engagement de performance permet également à des entreprises de taille plus moyenne de se positionner sur des marchés où sinon on a des sujets juridiques et assurantiels qui deviennent beaucoup plus complexes. Donc, comme on l'a dit, les priorités qui vont être déployées avec l'outil de massification sont d'abord les petits collectifs, puis les grands collectifs et enfin les maisons individuelles. Je tiens à rappeler quand même pour l'écosystème présent autour de ce webinaire que ça ne va pas empêcher chaque bailleur social de mener son plan de rénovation en parallèle avec des marchés importants sur les grands collectifs et les individuels, mais qui ne seront pas forcément intégrés à la démarche de massification, puisqu'on ne peut pas mener tout de front assez rapidement. Donc, on a 10 000 logements en petits collectifs EFG à rénover avant 2034. Puis de 2034 à 2050, on a un objectif D qui donne déjà 27 000 logements petits collectifs également. Dans ce tableau, on n'a pas intégré en plus les Ségaz qui vont venir en grande partie, selon les dernières simulations qu'on a vues avec les bailleurs sociaux, venir grossir ce chiffre encore et encore. Comment on envisage du coup la montée en cadence? Et là, pour l'écosystème local, c'est extrêmement important. C'est qu'aujourd'hui, du coup, on a environ 800 logements qui sont rénovés énergétiquement parlant efficacement chaque année. Le chiffre de la rénovation traditionnelle va déjà devoir passer de 800 à 1200 logements, quoi qu'il arrive par an. Donc déjà une très belle augmentation du volume standardisé. Ensuite, on va faire appel à ce que nous, on a appelé l'industrialisation partielle. L'idée, c'est d'industrialiser une partie des éléments qui permettent d'aborder des projets et des immeubles qui n'auraient pas les bonnes typologies pour être réellement intégrés avec du Energy Strong, c'est-à-dire avec des balcons, avec de la démolition un peu plus complète, avec de l'amélioration du bâtiment. En gros, c'est des dossiers sur lesquels on peut mettre en place une typologie d'industrialisation, mais sur lesquels on n'est pas capacité d'aller chercher de l'Energy Strong efficacement. Ensuite, on peut avoir bien évidemment du Energy Strong avec une montée très fine dès le démarrage pour arriver à presque 1200 logements par an d'ici 2038. Et puis, au démarrage, pour aider les bailleurs sociaux, forcément un changement de système énergétique avec les sauts de classe énergétique qui, eux, devront être forcément compatibles Energy Strong pour éviter d'avoir à refaire des travaux lourds dans 15 ans. Et là, du coup, quand vous voyez ces courbes-là, on est déjà en train de relever un sacré challenge puisqu'on est en train de se dire qu'avec cette courbe d'apprentissage de 2024 à 2034, on passe de 800 à 2500 logements en 10 ans. Et du coup, on finit entre 2036 et 2050 avec un peu plus de 3200 logements par an en moyenne sur toutes les années suivantes. Donc, si on résume un petit peu les choses, c'est-à-dire que le marché de la rénovation énergétique complète en Bretagne va faire un peu plus que x4 d'ici une dizaine d'années. Tac. Je vais laisser la main à Greenflex. Il me semble qu'il faudrait donner la parole. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions sur cette partie? Alors, plus qu'une question, une remarque, toujours sur la garantie de performance sur 5 ans, qui dit qu'une décennale énergie aurait permis d'avoir une visibilité assurantielle dans la même durée que la décennale. Alors, en fait, on l'avait envisagé et un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui sur ces systèmes-là sont qu'il y a une partie de l'écosystème qui n'a pas accès au système assurantiel permettant de faire ces choses-là. Et c'est un petit peu ce dont on s'est rendu compte dernièrement sur les règles qu'on a pu avoir. C'est qu'en fait, plus on étendait les garanties, on va dire, de performance, les garanties assurantielles, les garanties de fonctionnement et ainsi de suite, moins les réponses venaient de petits acteurs, mais plutôt de gros acteurs. Après, pour rebondir sur ce sujet-là et sur la question qui est juste après,
Le type de consultation, contractualisation envisagée est bien une conception-réalisation avec maîtrise d'œuvre et consultation travaux. Et du coup, on est bien à chaque fois dans des projets où c'est de la conception-réalisation avec un besoin de performance. Et après, chaque groupement pourra se positionner avec plus ou moins d'options et plus ou moins de garanties. Anne-Laure, je te laisse la parole du coup. Il faudrait débloquer Merci son- Pierrick. Pour donner suite à ton intervention, ce que je voulais rappeler ici, c'était pour la montée en puissance que tu évoquais tout à l'heure et faire face à une commande qui n'arrête pas d'augmenter. Il y a aujourd'hui 2 appels à projets français qui verront le jour en 2030 et qui permettent d'aider le tissu entrepreneurial à se structurer face aux rénovations à venir. Le premier, c'est un appel à projet qui a pour but d'accompagner le développement et la construction et de la rénovation énergétique hors site en France et qui vient financer tous les projets d'industrie, d'usines, de préfabrication, de R&D et de projets démonstrateurs. Et le second qui vise à soutenir l'innovation, qui permette de faire émerger des opérateurs assembliers de la rénovation, qui seraient capables de proposer des offres complètes de rénovation, c'est-à-dire qui intègrent la conception, les travaux et la garantie de performance. L'ensemble de ces 2 appels à projets vise à aider un tissu entrepreneurial qui s'est déjà motivé, qui s'est déjà impliqué sur des projets de rénovation Énergie Sprong et qu'on voit juste après sur la slide suivante, qui aujourd'hui sont composés soit d'opérateurs reconnus, de grands groupes, soit également de PME engagées. Et c'est également le sens aujourd'hui de la démarche Énergie Sprong en Bretagne, d'intégrer l'ensemble des opérateurs, que ce soit des grands groupes ou alors des plus petites structures. Ce qui est rassurant, c'est que dans ce qu'a présenté Pierrick, on voit que les 2 sont au rendez-vous dans l'AMO Sourcing et qu'elles sont toutes les 2 mobilisées et présentes pour répondre à l'AMO Sourcing. Un exemple qui peut être intéressant sur les PME, on a par exemple un groupement qui s'est créé dans le nord de la France avec Build Up et Dujardin qui est une entreprise de taille petite et locale, qui se sont notamment positionnés auprès du bailleur social Villogia à Roubaix pour porter la rénovation de 30 logements en petits collectifs. Et c'est par exemple l'entreprise Dujardin qui aujourd'hui est mandataire du groupement. L'autre aspect que je voulais évoquer avec vous, c'était aujourd'hui la continuité du programme Énergie Sprong qui se décline en plusieurs éléments. L'élément énergie progressive zéro, par exemple, qui vise à mutualiser les rénovations entre les propriétaires et les bailleurs sociaux, et qui donc, par rapport à ce que Pierrick a présenté tout à l'heure, va venir augmenter la demande de rénovation, et qui, dans une logique produit, eh bien, ce qui est fait pour le bailleur social aujourd'hui et la HLM Bretagne pourra être dupliqué également sur le parc privé. Et puis le second programme que je voulais évoquer aujourd'hui, c'était le programme Giga Regio Factory, qui permet aujourd'hui de faciliter le passage à l'échelle des acteurs de la demande et de l'offre en 3 points. Le premier, c'est via la création d'un outil open source pour avoir une meilleure stratégie d'intégration. Sur ce premier outil, aujourd'hui, il y a 12 partenaires, qu'ils soient en France, en Allemagne, en Italie ou en Belgique, dont hors site, et qui ont pour but, du coup, de capitaliser sur toutes les premières opérations industrialisées de rénovation à énergie zéro, réalisées en France ou en Europe, et qui permettent, du coup, d'accompagner le changement d'échelle. Le deuxième volet, aujourd'hui, de Giga Regio Factory, c'est d'être aux côtés des entreprises de travaux pour les aider à structurer une offre et développer des catalogues de solutions adaptés sur des typologies ciblées de logements à rénover. Et donc ça passe par une phase de sensibilisation, de formation et d'accompagnement. La troisième étape, c'est le kit Giga Regio pour l'industrialisation, qui vise ici à outiller les industriels du hors-site qui réfléchissent à la prochaine étape de développement si la demande augmente de manière rapide, et qui leur permettra d'aider à définir leur business plan,
aiguiller des choix de solutions et à se sensibiliser et former et accompagner. Et donc pour cela, il y a un rétroplanning qui va débuter à partir de la rentrée 2023, donc à partir de septembre. Et courant septembre-octobre, nous serons à la recherche d'entreprises pour contribuer à ce kit de développement, notamment sur les phases 2 et 3 de ce programme de Giga Regio Factory. OK. Le dernier point que je voulais aborder avec vous sur la slide suivante, c'est l'ensemble des logements et des rénovations de logements collectifs qui ont lieu en ce moment en France, qui ont beaucoup augmenté ces dernières années. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'approche industrialisée et macro à l'échelle nationale via l'étude de Projet Consulting, quand on regarde, on a aujourd'hui en France, pour des logements collectifs énergie compatibles, on a plus d'1 million de logements. Pour des logements qui ne seraient pas à E égale 0, mais qui seraient énergie Sprong compatibles, on serait à 4,7 millions. C'est dire aujourd'hui marché sur les collectifs aujourd'hui qui est assez important en France, dont une partie importante en Bretagne à venir et qui sera décrite juste après. Je vois que Pierre-Antoine a posé une question concernant la conception-réalisation plutôt qu'un autre type de marché vis-à-vis de l'utilisation de solutions hors site. Ce qu'on a pu voir, et c'est justement ce qui est un petit peu disruptant par rapport à la méthode qui va être mise en place, c'est qu'aujourd'hui, on a recherché le petit collectif. Alors, il y aura certainement besoin de quelques ATEX, mais extrêmement simples, puisqu'au niveau du feu, on n'aura pas trop de problèmes. On sera plus sur des ATEX liés à la manière de s'accrocher sur les façades. Mais en gros, justement, le fait de rester en conception-réalisation, effectivement, on pourrait laisser par un mode de fonctionnement projet plutôt qu'une vraie méthodologie de rénovation massifiée. La problématique qu'on a aujourd'hui est qu'il nous semble important pour qu'il y ait une massification, il faut qu'on massifie la commande. Donc là, c'est ce que les organismes de Bretagne sont en train de faire. Et de l'autre côté, il faut laisser aux écosystèmes locaux le temps de s'organiser pour être en capacité de massifier leurs réponses. Si, dans le même temps, on crée des nouveaux modes de contractualisation, on crée des nouveaux modes de mise en place de rénovation énergétique, on met en place des nouveaux modes de mesure d'efficacité et ainsi de suite, on vient complètement disrupter un système. Et avec les enjeux de volume qu'on a actuellement, l'objectif n'est pas de scléroser le système, mais bien de permettre qu'un grand nombre de projets se lancent. La slide d'Anne-Laure est très parlante, puisqu'au final, ça fait beaucoup de projets, mais en volume de logement, ce n'est pas tant que ça. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que si on prenait la même carte dans 10 ans, il faudrait qu'il y ait 10 fois plus de logements. Donc, en fait, la question est comment on accompagne contractuellement pour arriver à massifier le plus tôt possible la commande. Et aujourd'hui, en restant dans la loi MOP et en restant dans des environnements qui sont plutôt maîtrisés, la conception-réalisation, malgré tout, laisse la plus grande part de liberté sur l'organisation des groupements qui vont pouvoir se positionner. Voilà. Pour repartir sur la présentation, donc, en parallèle de cette démarche de sourcing opérationnel et de sourcing des immeubles qui vont être à rénover, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a aussi dit qu'il fallait qu'on sache quels étaient les immeubles qui allaient être à rénover. Donc, ce qu'on est en train de faire, c'est le diagnostic de l'existant sur une sélection de patrimoine, en partant de la thermique, bien évidemment, en partant du sujet architectural et en partant du sujet structurel. De la même manière, quand on regarde ce qui a pu se passer sur MASH, le diagnostic est vraiment la base de travail pour que les entreprises puissent derrière structurer des réponses qui fonctionnent et puissent se passer dans un temps limité. Au milieu de tout ça, on va bien évidemment inclure une étude de surélévation du parc
avec une idée de se dire qu'on pourrait très bien grouper ça avec Lausanne. Et puis, une analyse fine en finale des petits collectifs pour vraiment pouvoir les allotir de la bonne manière. Et puis, l'objectif est du coup qu'à fin 2023, début 2024, on puisse essayer de lancer l'allotissement des marchés et puis lancer sur 2024 les premières rénovations massifiées. Donc, pour info, sur les petits collectifs, on partirait sur des durées de marché qui iraient de 3 à 4 ans, avec une capitalisation et une adaptation des nouveaux marchés sur la montée en compétences des maîtrises d'ouvrage et dans les entreprises. L'objectif est bien de faire également que la synchronisation du lancement des marchés versus la fin des marchés précédents permette aux industriels et à l'écosystème de ne pas avoir de creux si le travail a été bien fait et qu'ils sont à nouveau sélectionnés, mais qu'il n'y ait pas de creux dans les systèmes de production et de pause pour que vraiment les marchés puissent tous se mettre les uns derrière les autres. Quand on prend l'ensemble des éléments, ça voudrait dire que d'ici 10 ans, on pourrait avoir entre 1200 et 1600 logements en cours de rénovation par an par le système de l'industrialisation partielle ou de l'énergie solaire. Concernant la présélection du patrimoine, actuellement, on est en train du coup de faire le travail avec la plupart des bailleurs sociaux de Bretagne pour essayer d'embarquer un maximum de patrimoine. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils finiront en marché de massification, mais en gros, l'idée est de se dire chaque bailleur social met au panier commun un maximum de patrimoine capable d'être embarqué dans la même démarche de massification. Il y a un enjeu important pour les maîtrises d'ouvrage à intégrer cette démarche, ne serait-ce que par le fait qu'en voyant que le marché de la rénovation énergétique standard va doubler et qu'en plus on va devoir faire appel à d'autres choses, le risque c'est qu'au final les écosystèmes locaux se retrouvent très rapidement saturés et que les marchés se retrouvent entre guillemets en manque d'entreprises pour répondre. Donc, on met à disposition les bâtiments actuellement qui sont soit en D, soit en E, soit en F, avec également du C. On ne cherche aujourd'hui que du bâtiment petit collectif inférieur à R+3 selon des critères d'analyse qu'on va vous détailler après. On est en train, du coup, aujourd'hui de consolider les données des bailleurs qu'on a reçues fin juin, et puis certains sont encore en train de travailler dessus. Et puis, on est du coup en train de regarder leur capacité à recevoir des installations ENR pour également pouvoir trier les patrimoines en fonction de cette capacité. Les différents types de sélection qui ont été appliqués sont bien évidemment les années de construction, puisqu'on ne voudrait pas aller chercher des bâtiments en pierre ou en pisé. Donc, on a limité les années de construction à 1950. On va aller chercher les types de logements collectifs, une hauteur de bâtiment inférieure à R+3. Et là, on est vraiment sur des questions réglementaires pour éviter des blocages de chantier ou des attextes trop complexes à obtenir et qui bloquent les flux de rénovation liés à ces aspects réglementaires. Le mode de chauffage n'est pas bloquant au départ. Ça peut aussi bien être du gaz que de l'électrique que de l'urbain. On a même également encore quelques chaufferies fuel collectifs dans le parc. Les DPE actuels, donc on source les C-Gaz DEFG. Et puis, un des sujets essentiels est que le bien soit destiné à rester intégré au parc pour pouvoir permettre le financement des opérations. Les réhabilitations sont-elles prévues en 2023 et 2024 ? C'est également un enjeu important, puisqu'au final, mettre en place une telle démarche fait qu'il ne faudrait pas qu'on percute les plans de rénovation des bailleurs qui sont déjà lancés. Un autre enjeu qui va parler aux entreprises qui sont déjà dans des périmètres de rénovation, est-ce que le périmètre ABF ou patrimoine classé est activé, oui ou non? C'est un élément extrêmement important également dans le déroulement des dossiers les uns derrière les autres. Et puis, on valide les capacités d'investissement en réhabilitation lourde. On vérifie si des rénovations énergétiques ont déjà été faites, puisque ce qu'on se rend compte, c'est qu'on peut avoir fait de la rénovation énergétique et malgré tout être en D, voire en C-Gaz. Et puis, les situations du bâtiment sur lesquelles on va aller sourcer les codes PDL, PCE et Global Site
pour pouvoir vérifier quelles sont les consommations et comment on peut essayer d'améliorer les sujets énergétiques. On va aller vérifier également les toitures terrasses ou en pente avec les types de toitures et puis les accessibilités en façade, puisque pour pouvoir amener des solutions de rénovation industrialisée par l'extérieur, c'est un critère important dans les offres de prix et de faisabilité. On est également du coup en train de regrouper par typologie architecturale les différents bâtiments, avec soit les présences de balcons, les cages d'escalier intérieurs, extérieurs, les types de structures avec des refends porteurs, des façades porteuses. Et puis, un élément extrêmement important qui se fait du coup en phase 2, qui est l'état structurel du bâtiment, avec des dégradations apparentes ou non. Et le bâtiment contient-il de l'amiante, du plomb, enfin, voilà. Bien prendre conscience de l'état réel des bâtiments avant de se lancer sur des marchés de rénovation qui pourraient être difficiles à considérer. Certains bâtiments, du coup, depuis le début de la démarche, ont été identifiés comme possiblement intégrables à la démarche. Et assez rapidement, on est plutôt passé sur des projets de seconde vie du bâtiment avec des démolitions presque totales et des reconversions de bâtiments, étant donné l'état structurel et les risques feu, structure de différents éléments. Et puis, une étude solaire, ce qui nous semble absolument primordial à l'heure actuelle, avec des éléments dont on va vous parler après à Thomson, mais on va sourcer les parkings qui sont supérieurs à 1500 m². On va aller vérifier si on a des surfaces disponibles pour poser des ombrières. On va également vérifier la présence de masques végétaux ou éventuellement d'éléments construits à côté qui empêcheraient l'apport solaire. Et puis, on va aller sourcer les consos électriques annuels du bâtiment et la capacité du réseau de par les situations et les codes qu'on a pu récupérer. Au niveau du planning, la manière dont on a intégré aujourd'hui, on est donc en train d'intégrer le patrimoine, de le mettre tout au même niveau. Et l'objectif est qu'à la fin de l'été, on puisse avoir sourcé suffisamment de bâtiments pour se dire, voilà, on a de quoi lancer une première salle de marché de rénovation massifiée. Pour l'instant, on est à peu près dans les temps. Là, sur le mois de juillet-août, les bailleurs sont mobilisés pour aller reprendre des données sur site afin de compléter la première sélection qu'on a pu avoir. On avait au départ mis en place une identification du parc à surélevé. On a pour l'instant juste laissé la possibilité de se dire est-ce que c'est à faire ou est-ce que ce n'est pas à faire. Cette démarche sera un peu plus on va dire analysée fin septembre pour voir si on peut l'intégrer. Et puis, l'objectif est bien qu'à fin août, mi-septembre, on ait pu valider le patrimoine à embarquer. On a déjà démarré, je vais vous montrer tout à l'heure, la sélection des patrimoines et leur classification, surtout sur quel marché on va pouvoir commencer à les intégrer. Et puis, une phase de conclusion, de synthèse et de lancement des AO entre octobre et décembre. Et avec, à côté de ça, l'ARO HLM avec Alice Martin qui est en train de mener un gros travail avec d'autres organismes, notamment avec MASH, pour avoir un retour sur l'expérience, mettre au point une stratégie d'achat et puis commencer à travailler sur la constitution administrative du groupement sur cette fin d'année. Est-ce que vous auriez des questions? Une question? Question à ce stade? Ok. Je vais laisser Atkinson prendre la parole. Il faut juste le temps de retrouver le micro qui va bien. En principe, Élie, tu dois pouvoir activer ton micro et prendre la parole. Élie, est-ce que tu nous entends? Ouais, bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfait. J'ai pas la main pour démarrer le micro ou la vidéo. C'est parfait. Pour le micro, Et- je fais le nécessaire pour la vidéo. Parfait, merci beaucoup Rémi.
Donc, bonjour à tous, c'est Lee Ballester, délégué général d'Atlanson. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, Atlanson, c'est une association, c'est le réseau de la filière solaire du Grand Ouest en Bretagne et Pays de la Loire, financé en majorité par l'ADEME, par les régions et par nos adhérents. Et on réunit les entreprises de la filière et les collectivités, tout acteurs qui souhaitent travailler en lien avec la transition énergétique et la production d'ENR. Je voulais, dans ce cas de ce club entreprise Energy Sprong, vous faire dans la vidéo, un petit pas de côté, parce que c'est des informations qui peuvent vous intéresser si vous n'êtes pas encore au courant. Tout ne va pas concerner en direct le logement ni Energy Sprong, mais de manière générale, concerne le secteur du bâtiment, la rénovation et la construction neuve. Aujourd'hui, alors ce tableau peut être un petit peu imbuvable, mais ça vous montre un petit peu l'étendue des obligations et des réglementations que l'on a, qui concernent différents types d'usages, donc soit de la construction neuve, soit des bâtiments déjà existants, soit des obligations de production d'énergie renouvelable, hein, donc souvent le solaire, mais pas que, et qui se déclinent dans plusieurs réglementations. Donc, on a à la fois la loi énergie-climat de 2019, la loi climat et résilience de 2020-2021, mars 2023, la loi d'accélération des énergies renouvelables, d'autres réglementations que vous devez sûrement connaître, comme l'ARE 2020, la réglementation environnementale, le décret éco-tertiaire, etc., etc. S'il y a au moins une chose qu'il faut retenir, c'est que plus on avance dans le temps, plus les réglementations vont être restrictives, c'est une manière de voir les choses, et vont obliger, en poussant soit le seuil de production des énergies renouvelables et de réduction des consommations, par exemple c'est le cas du décret tertiaire, soit en baissant les seuils et les typologies de bâtiments concernés. Je vais revenir un peu plus dans le détail par la suite. Alors, voilà, effectivement, ici, vous avez en tout cas les applications qui sont un peu prioritaires et qui vont concerner en majorité le solaire. Autre information qui est importante, il y a deux typologies d'énergie renouvelable. Généralement, ce n'est pas que le solaire qui est précisé, mais sur bâtiment, c'est souvent ce qui est le plus adapté. On a d'un côté les énergies thermiques, donc comme par exemple le solaire thermique, qui peut être soutenu et bénéficier d'aide via notamment les fonds chaleur de l'ADEME, et d'un autre côté les énergies électriques, donc l'énergie solaire photovoltaïque, qui bénéficient d'aide indirecte, donc soit d'appel d'offres, soit d'arrêtés tarifaires et de tarifs d'achat qui permettent un peu de stimuler la filière et de rentabiliser les opérations. Est-ce que tu peux passer à la slide suivante? Merci, ouais. Voilà. En termes d'obligations de solarisation et qui vont à terme aussi impacter la démarche Energy Sprong et le logement social, on peut mettre d'un côté tout ce qui concerne les obligations de solarisation des bâtiments. Aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, parce qu'il y a encore une nouvelle loi énergétique qui est en cours d'élaboration et qui devrait sortir à la fin de l'année, au début de l'année prochaine. Quand je vous disais que ça continue d'aller toujours un petit peu plus loin, c'est vrai. On n'a pas encore sorti les décrets d'application de la loi d'accélération des énergies renouvelables, qu'on est déjà en train de travailler sur d'autres réglementations. Voilà. Aujourd'hui, ce qu'on a sur la partie bâtiment, ça concerne que les bâtiments neufs ou faisant l'objet d'une rénovation lourde, ce qui peut, pour le coup, en partie concerner des bâtiments Energy Sprong. Pour l'instant, on n'a pas encore les logements qui sont directement concernés. Je dis bien pour l'instant. Et voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, donc en fait, depuis juillet 2023, ce sont tous les bâtiments qui ont une surface supérieure à 500 mètres carrés d'emprise au sol qui sont concernés à la date du dépôt de permis de construire. J'ai essayé de vous lister chronologiquement l'évolution de la loi. Donc là, c'est aujourd'hui ce qui est applicable. Et vous voyez qu'il y a différents seuils à atteindre. C'est-à-dire qu'on va passer de 30% à 40% en 2026 à 50% en 2028. Donc ça, c'est déjà acté dans la loi. Petite parenthèse, effectivement, je le précise, c'est des obligations de solarisation de la toiture ou en tout cas de l'emprise foncière, soit de système d'énergie renouvelable, soit de végétalisation. Bien sûr, on peut faire les deux. Ce n'est pas incompatible. À partir de janvier 2028, une petite nouveauté, c'est-à-dire que vont être concernés tous les bâtiments dont la date du dépôt de permis de construire ont été déposés avant le 1er juillet 2023. Donc, tous les bâtiments aujourd'hui de plus de 500 mètres carrés vont être concernés par au moins une étude de faisabilité de solarisation. Ça va changer pas mal la donne. Et enfin, un autre article de la loi qui concerne pour 2028 tous les organismes HLM qui vont avoir l'obligation de faire une étude de faisabilité de production d'énergie renouvelable sur tout leur foncier. Donc, bâtiments, mais également emprise et parking.
Tu peux passer à la slide suivante. Merci Pierrick. Ce qui m'amène justement à un deuxième type d'obligation de solarisation qui aujourd'hui est de plus en plus appliqué également. Ce sont les parkings et les aires de stationnement alors existants. Aujourd'hui, tous les parkings de plus de 1500 m² doivent équiper au moins un minimum 50% de la surface, donc y compris les aires de passage, de systèmes de production d'énergie renouvelable, donc plutôt d'énergie solaire. Pour ceux qui ne voient pas forcément ce que ça représente 1500 m² en termes de surface, c'est des parkings entre 80 et 100 places. C'est pas si grand que ça. Et effectivement, cette obligation, elle va se faire en deux temps. Donc d'abord, les plus grands parkings, on va supérieur à 10 000 m², et ensuite les parkings suivants à plus de 1500 m². Bien sûr, il y aura des dérogations qui seront détaillées dans des décrets d'application qui ne sont pas encore parus. Donc je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas forcément vous dire quelque chose qui n'est pas encore acté, mais pour avoir échangé avec le ministère, on pourrait avoir des dérogations, soit s'il y a déjà des arbres, soit si économiquement le parking n'est pas solarisable pour X ou Y raison, soit qu'il n'est pas forcément bien orienté, bien exposé, etc., etc. Donc il y aura en tout cas des critères techniques, économiques et de géolocalisation des parkings qui pourront être pris en compte. Aujourd'hui, on avait parlé avec la Roche HLM et plusieurs bailleurs sociaux. Il y a plusieurs parkings qui sont concernés, en tout cas côté bailleur, par ces obligations. Donc c'est aussi pour faire face aux demandes et aux nouvelles réglementations qu'on a ajouté une petite touche d'études de solarisation dans le cadre de l'AMO et du sourcing Energy Sprong, pour justement pouvoir accompagner la transition de manière plus globale des bailleurs sociaux sur la transition énergétique. Est-ce que vous avez quelques questions? Je ne vois pas de questions sur le chat, Elie. Merci. Je réactive mon son, excusez-moi. Donc, après un mois avoir sollicité les différents bailleurs de Bretagne, aujourd'hui, on a 50% des bailleurs sociaux bretons qui souhaitent embarquer du patrimoine. À l'heure actuelle, on a 6000 logements qui sont déjà embarquables sur le territoire, 2400 qui sont fortement proposés dans la démarche de massification, sur lesquels on a déjà identifié les typologies d'immeubles. On a mis en place un process de catégorisation. On a laissé un fort mix sur les DPE lors de cette catégorisation, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait des immeubles qui, en fonction de leur typologie de chauffage individuel, finalement, avaient des DPE extrêmement différents, mais qui pour autant présentaient sur l'ensemble des autres enjeux de rénovation exactement les mêmes caractéristiques. Et puis, on a vraiment mis en place des critères de mixité architecturale et de process de rénovation énergétique prioritairement pour pouvoir aller sourcer le maximum de logements. Ici, c'est la carte des différentes résidences qui sont déjà incluses dans le patrimoine à embarquer. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas que sur le Grand Rennes. On intègre vraiment des résidences et des patrimoines sur l'ensemble du territoire breton. On est en train de travailler sur cette cartographie pour pouvoir, on va dire, la compléter et qu'elle puisse devenir la base de données de cet outil de massification. Le patrimoine proposé aujourd'hui, on est sur 250 logements qui sont sur des résidences entre 50 et 100 logements. On est sur 693 logements qui sont des petites résidences de moins de 20 logements. Donc, c'est vraiment le petit collectif type de 8 ou 12 logements. On a énormément de résidences entre 20 et 50 logements, souvent R+2 et non pas R+3. Et là, ça représente une grosse manne puisqu'on est à 1350 logements tout de suite. Et puis, des résidences de plus de 100 logements, on n'en a qu'une, qui fait donc 134 logements et qui est un grand ensemble à rénover extrêmement rapidement. Ok.
Je regarde la question. Sur le nombre de résidences et des étages, à noter qu'aujourd'hui, on a énormément de R+1, R+2. Au final, le R+3 reste pas l'exception, mais représente un peu moins d'un tiers du patrimoine. Et on a encore des résidences sur lesquelles on n'avait pas forcément les données et sur lesquelles les données sont en train d'être compilées. Et donc, les bailleurs sociaux vont aller voir l'ensemble des résidences pendant le mois d'août. Et puis, sur les dates de construction, un petit peu de la même manière, au final, un gros patrimoine entre 1970 et 1990. Mais au final, on ne peut pas se dire qu'il y aura une typologie spécifique d'un immeuble qui a été construit en 1970 jusqu'à 1975 qui s'est répété sur tout le patrimoine. Les types de chauffage par résidence, élément extrêmement spécifique, mais aujourd'hui, on arrive à avoir des collectifs bois, du chauffage collectif bois qui arrive malgré tout avec un DPE en D. On a finalement très peu de collectifs gaz, très peu de collectifs fuel, un petit peu de mix entre le gaz et l'électrique, et puis surtout derrière, on a une grosse proportion d'individuels gaz et d'individuels électriques qui certainement seront regroupés. Donc voilà. Et puis sur les bases énergétiques, aujourd'hui, on a un bâtiment qui est en B, mais qui a un gros sujet de reconversion, donc qui sera certainement enlevé. Du C, une grosse partie de C en 1027, ce que vous voyez là, en réalité, C et CD, c'est beaucoup de gaz individuels qui, avec les nouvelles normes, vont passer en D. Et puis, le gisement principal aujourd'hui, c'est le D avec 786 logements LDE cumulés qui permettent d'aller traiter du collectif gaz, du gaz individuel. Mais en gros, le gros gisement sera situé dans la classe énergétique D. Aujourd'hui, on a du coup créé 3 typologies de marché de massification. Un premier qui sera un type énergie Sprong Bretagne, sur lequel aujourd'hui, on a intégré environ 966 logements. Une industrialisation partielle qui correspond à 845 logements. Et puis, pour l'instant, un saut de classe compatible égal 0 et ou mix énergétique avec 516 logements. Donc, on voit déjà qu'il y a une belle possibilité de massification et des marchés qui pourraient être proposés assez rapidement. Pour information, du coup, sur les typologies de bâtiments qu'on a pu avoir actuellement, donc ça, c'est le type 1 qui serait les énergies Sprong Bretagne pour les entreprises qui nous écoutent et qui sont en train de rénover des maisons individuelles diffuses sur le territoire. On est quand même sur des sujets qui peuvent être un peu plus simples à gérer en organisation de chantier. Et du coup, des grands ensembles avec beaucoup d'accès, avec très peu de particularités architecturales et donc des enjeux d'accélération de la rénovation énergétique qui peuvent être pris en compte. Et enfin, l'exemple de groupe 2 avec des groupes où on peut faire de l'industrialisation partielle, mais où ça va être beaucoup plus compliqué d'aller traiter les projets type énergie Sprong, notamment parce qu'on a des loggias, parce qu'on a des balcons, parce qu'on a des débords de toiture, parce qu'on a déjà des surisolations qui ont été mises en place. Et donc aujourd'hui, c'est des marchés sur lesquels on irait certainement beaucoup plus sur de l'industrialisation partielle. Est-ce que vous aurez des questions là-dessus? J'enchaîne sur la conclusion. En conclusion, un des premiers enjeux quand on a préparé ce webinaire, ça a été de dire comment l'écosystème local avec des entreprises de taille moyenne peut se sentir impliqué sur ce type de démarche. Si vous avez retenu la courbe qu'on vous a présentée, où on va devoir passer de 800 logements rénovés par an à un peu plus de 3200 rénovés par an efficacement, on se rend compte qu'au final, ça va être une sollicitation et une implication de tous les partenaires. Donc, une maîtrise d'ouvrage qui s'organise pour massifier la rénovation, des bureaux d'études et des maîtrises d'œuvre qui s'organisent également, et puis un tissu local capable de venir prendre une partie de ces marchés,
puisque si l'ensemble des acteurs n'arrivent pas à se coordonner autour de ces enjeux, les enjeux normatifs auxquels doivent répondre des maîtrises d'ouvrage ne pourront pas être relevés. Donc, il faut plus voir ça comme un effort collectif à mener que comme un marché de concurrence totale où finalement les petits n'auront pas leur place. Et puis, bien évidemment, il ne faut pas oublier que chaque bailleur social, au milieu de tout ça, va devoir trouver le bon équilibre entre économie, carbone, amélioration de l'habitat et puis surtout continuer à construire également du logement neuf. Donc, on rentre dans une période qui va être un petit peu compliquée avec une période de transformation. Et du coup, on compte sur l'ensemble de l'écosystème pour relever le défi. Alice, je te laisse peut-être le mot de la main, enfin le mot de la fin avec Frédéric. Oui, merci Pierrick pour cette présentation. Non, juste pour peut-être pour compléter, vous dire, mais vous avez dû le voir hein, depuis le début, on a souhaité vraiment mettre en place une démarche qui soit la plus simple possible. C'est pour cela qu'on embarque une seule typologie de patrimoine, qu'on est sur 3 lots avec différentes strates d'intervention en réponse aux enjeux, aux capacités à faire des organismes HLM. Donc vraiment sur une démarche voilà, simple et pragmatique, c'est vraiment ce qu'on a voulu depuis le début de la démarche. Donc voilà pour les quelques mots complémentaires. Frédéric, Mickaël. Pas grand-chose à ajouter à tout ce qui a été dit. Peut-être juste revenir sur la question de la garantie, même si Pierrick, tu l'as plutôt bien expliqué, mais c'est aussi à mettre en corrélation avec ce que j'ai exprimé au tout départ, c'est-à-dire qu'on est dans un contexte où on est plutôt à la recherche aussi d'économie. On est plutôt dans une dynamique où on a envie aussi de faire confiance aux solutions. Aujourd'hui, quand on fait de la réhabilitation, on n'a pas systématiquement des contrats de performance énergétique dans la durée. Donc, on a envie de faire confiance, en tout cas, aux solutions qui nous seront proposées. Et on est aussi à la pêche à tout ce qui va pouvoir aujourd'hui améliorer le modèle économique. Et c'est vrai, quand on essaye de garantir une solution sur 30 ans, alors il y a effectivement ce que peut coûter la garantie au groupement qui nous la propose et donc au bailleur qui l'achète, mais il y a aussi tout ce qui cherche, enfin tout ce qui sert à mesurer pour justifier que l'on souhaite éventuellement aussi enlever de ces projets. Donc voilà, c'est faire confiance à l'écosystème et considérer que les solutions qui nous seront proposées seront les bonnes et seront efficaces dans la durée. Okay. Après, pour rajouter effectivement le groupe maîtrise d'ouvrage mais Bretagne est pragmatique et cherche l'efficacité. Et effectivement, ça, c'est une chance. Et après, les entreprises, je pense que Bretonne et autres, on attend justement toujours ce pragmatisme et cette innovation pour justement rester motivé face à ce défi en fait, important. On a une question sur la démarche pourrait-elle être envisagée pour des EHPAD. Je dirais que ça va dépendre du modèle économique qui pourrait être défendu, mais si effectivement des EHPAD sont présents à plusieurs endroits avec les mêmes constitutions sur le territoire, en fait, cette démarche de massification, de manière générale, c'est un nouveau mode d'achat pour les pouvoirs publics ou même pour d'ailleurs des pouvoirs privés. L'idée, en réalité, est de se faire confiance sur la durée et de faire que les entreprises soient moins en démarche projet et soient du coup beaucoup plus dans une démarche long terme et du coup lancer des projets massifiés, que ce soit sur des EHPAD du coup, ou sur du logement social ou sur des bâtiments publics ou tertiaires, fonctionne quoi qu'il arrive et doit être envisagé. Voilà. C'est tout bon? D'autres questions? On a une dernière question peut-être? Les échéances. Voilà. Donc les échéances, aujourd'hui, l'idée est quand même d'avoir finalisé tout le sujet diagnostic et on va dire mise en place des marchés d'ici fin 2023.
La roue HLM est en train de regarder pour la création de l'outil administratif, donc en gros le groupement qui permettrait d'acheter les travaux. Et l'objectif reste pour l'instant un lancement au premier trimestre 2024 à Nice, me semble-t-il. Oui, c'est ça, lancement début 2024. On a un groupe de travail maîtrise d'ouvrage le 28 septembre pour valider la segmentation patrimoniale et ajuster notamment les orientations stratégiques pour la fin de l'année. Donc, ça va aller très, très vite. Bon. Eh ben, très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Merci à tous pour vos interventions et votre participation. Et pour rappel, tous les échanges et la vidéo sera mise en ligne sur le site de Bâtilab d'ici quelques jours. Très bien. Merci beaucoup.